Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les idées de Gaston Bachelard. C'est assez fascinant. Son travail sur la science, mais aussi sur l'imagination, la poésie. Oui, tout à fait. Ce qu'on a pu lire montre une pensée vraiment complexe. Il jongle entre, d'un côté, la rupture nécessaire entre science et imaginaire, et de l'autre, une sorte de complémentarité. Exactement, c'est ça qui est intéressant. Alors, notre idée, c'est d'essayer de démêler un peu ça. Comment est-ce que pour lui, cette rigueur scientifique et le pouvoir de l'imaginaire peuvent coexister, voire même s'enrichir mutuellement? Absolument. Bachelard, en fait, il nous pousse à dépasser cette opposition un peu simple, vous savez, la raison froide contre l'imagination folle. Mhm. Il montre que la science doit d'abord se construire contre une certaine imagination, celle du quotidien, les premières impressions, quoi. D'accord. Et c'est là toute la finesse. Il reconnaît aussi qu'une autre forme d'imaginaire, elle, joue un rôle crucial dans la découverte scientifique. C'est vraiment un parcours en deux temps. Ok, alors commençons par le premier temps, cette rupture. Si je comprends bien, Bachelard dit que pour faire de la science sérieusement, faut d'abord un peu nettoyer nos intuitions. C'est ça. Il écrit que la science avance contre l'évidence, contre les illusions de la connaissance immédiate. Il prend l'exemple de ces images très fortes, très affectives, comme l'idée spontanée du feu, Oui, qui peuvent nous empêcher de comprendre des choses plus abstraites comme l'électricité par exemple. c'est exactement ça. Ce sont ces fameux obstacles épistémologiques. C'est un concept clé chez lui. Ah oui? Ces images, issues de notre expérience première, de nos rêveries même, elles deviennent comme des barrières mentales. Elles nous bloquent l'accès à une pensée scientifique, abstraite, objective. Un exemple. Mais penser que le feu monte naturellement, voilà, ça peut vraiment gêner la compréhension de concepts physiques plus fins. Donc pour Bachelard, il faut une rupture épistémologique, une coupure nette. Net, carrément. Oui, avec ce savoir immédiat, ce sens commun. La science, pour lui, c'est pas juste empiler des faits. C'est une rectification constante des erreurs initiales. C'est une sorte de psychanalyse de nos premières idées pour s'en défaire. D'accord. Il parle même de polarité d'exclusion entre l'image première et le concept scientifique. Il se repousse, quoi. Et il est assez critique envers certaines philosophies de son temps, n'est-ce pas? Il leur reproche un peu de ne pas suivre le rythme des révolutions scientifiques. Tout à fait. Les géométries non euclidiennes, la mécanique quantique, des choses qui bousculent justement nos intuitions de base. C'est comme si la philo restait parfois bloquée. Exactement. Il critique une pensée philosophique qui serait trop collée à l'expérience sensible, immédiate, et qui du coup aurait du mal à penser le nouveau, l'inédit que la science découvre. Ok. Mais attention, hein, Bachelard, il ne s'arrête pas là. Il ne dit pas juste bon, allez, on chasse l'imaginaire et c'est réglé. Non, non. Ah voilà. C'est là que ça devient intéressant. Alors, comment l'imaginaire revient si la science de son méfier au début? Mhm. Comment elle fait pour innover? Surtout face à des concepts hyper contre-intuitifs, comme en physique moderne, où on n'a pas d'image toute faite pour nous aider. C'est tout l'enjeu de ce qu'il appelle la psychanalyse de la connaissance objective. C'est un peu son outil pour ça. Inspiré par Freud, Jung, c'est ça? Oui, voilà. Il cherche pas à éliminer l'imaginaire ou l'affectivité chez le scientifique, ce serait illusoire et peut-être même pas souhaitable. D'accord. Il cherche plutôt à comprendre comment ça fonctionne, ces images profondes, ces archétypes, pour mieux les réguler, les maîtriser, pour éviter qu'ils deviennent des blocages, Donc, pas les éliminer, mais les comprendre pour... les canaliser. Exactement. Et surtout, il reconnaît une imagination qu'il qualifie de libératrice. Libératrice, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle libère? Elle nous libère du réel immédiat, des images toutes faites. C'est une imagination active, créatrice, capable de déformer les images fournies par la perception, dit-il, d'aller au-delà du visible pour inventer de nouvelles façons de voir. Ah, intéressant. Il imagine même qu'en physique atomique, là où nos sens ne servent plus à grand-chose, il faut une imagination riche, mobile, subtile, pour oser penser ce qui défie l'expérience commune, pour construire des modèles. Donc, une imagination qui aide à construire la science, pas juste une imagination de poète. Voilà, c'est une imagination au service de la raison, en quelque sorte. Tout ça, ça rentre dans son rationalisme appliqué ou matérialisme rationnel. Rationalisme appliqué. Oui, pour lui, la science, ce n'est ni juste l'expérience brute, ni juste la raison pure dans sa tour d'ivoire. C'est une construction, une dialectique, un dialogue constant entre la théorie, les maths, et l'expérimentation technique, le concret. Un va-et-vient permanent. C'est ça.
La raison guide, mais l'expérience et même cette imagination créatrice sont nécessaires pour avancer. Il y a une sorte d'unité dans l'effort de l'esprit, que ce soit pour créer un concept scientifique ou une image poétique forte. Même si les buts sont différents. Les logiques sont différentes, oui, bien sûr, mais certains commentateurs parlent de parallélisme ou d'isomorphisme, des structures similaires dans la démarche créatrice en fait. D'accord. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça. Pour Bachelard, il ne s'agit pas de choisir science ou imaginaire. C'est plus subtil. Beaucoup plus. D'abord, une rupture avec l'imaginaire immédiat, affectif, celui qui colle au sensible. Mais ensuite, une autre imagination, plus abstraite, contrôlée, mais créatrice, devient un moteur essentiel pour la science. C'est tout à fait ça. Ce sont deux mouvements de l'esprit, deux dynamiques. Distincte, oui, mais profondément complémentaire. Mhm. L'une vise l'objectivité par l'abstraction, la rectification. L'autre explore le possible, le nouveau, par la déformation créatrice d'images. Et ensemble, elles permettent ce que Bachelard cherchait, une anthropologie complète, une compréhension plus riche de comment l'humain pense, sent, interagit avec le monde, pour sentir autrement et comprendre autrement, comme il dit. Exactement. C'est vrai qu'on est loin d'une opposition simpliste. Cette exploration de Bachelard, ça montre bien la complexité et même la beauté un peu paradoxale de la construction de la connaissance, toujours en tension entre rigueur et créativité. Tout à fait. Et ça ouvre une piste de réflexion intéressante, je trouve, même au-delà de Bachelard lui-même. Ah oui? Laquelle? Ben, si cette tension dynamique, cette danse entre rompre avec l'évidence et utiliser une imagination créative, si c'est si fertile en science, est-ce que ça ne pourrait pas éclairer d'autres domaines? Comme quoi, par exemple? Je sais pas, moi, l'innovation technologique, la stratégie d'entreprise, peut-être même d'autres formes d'art que la poésie. Cette articulation entre discipline et liberté, c'est peut-être une clé assez universelle de la créativité humaine, non? Qu'est-ce qui se passe quand on applique cette grille de lecture ailleurs? Découvrez nos 21 podcasts Bachelard sur artisfolia.com.